Les Sao du Tchad version football viennent de perdre leur deuxième match face aux Aigles du Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien avant de fouler la pelouse du stade, ils ont été reçus par le chef de l'État Idriss Déby Itno qui les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, en marge des travaux des experts et chefs d'état-major des pays membres de la CBRT, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de la sécurité a reçu en audience quelques chefs d'état-major. Autour du général Mahamad Abali Salah, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans le bassin. La fête du coq, deuxième édition, une fête traditionnelle Topouri a été célébrée hier dans la commune du 9e arrondissement. Une fête célébrée dans le but de valoriser et de faire la promotion des valeurs traditionnelles Topouri. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Comme chaque dimanche, nous recevons ce soir sur notre plateau Monsieur Boukar Michel. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Monsieur Boukar Michel est ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité et nous échangerons ce soir sur des sujets comme le changement climatique, les gaz à effet de serre ou la déclaration les droits humains, pardon. Mais bien avant de revenir à vous, nous ferons un petit point sur l'actualité. Une fois n'est pas coutume, ouvrant cette édition du journal avec le sport. Le Tchad vient de perdre son deuxième match face aux Aigles du Mali sur un score de 2-0. C'était au stade Idriss Mahamad Ouya devant de nombreux supporters. Dianodi Nestor. 2 matchs, 2 défaites. Les Sao qui espéraient mieux faire sur leurs propres installations n'ont pas atteint leurs objectifs. Face aux redoutables Aigles du Mali, le 11 national a subi la loi des habitués de la CAN. Sur la pelouse, le Mali qui a aligné ses professionnels de taille ouvre la marque à la 14e minute par l'entremise de Moussa Diko sur une erreur de la défense tchadienne. Tchad 0, Mali 1. Poussés par leur public, les joueurs tchadiens ont tenté quelques incursions dans la surface de réparation malienne, mais en vain. Très techniques dans leur jeu, les Aigles du Mali parviennent à doubler le score par l'entremise de Adama Traoré à la 45e minute de la première partie. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre mauritanien renvoie les 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, l'entraîneur tchadien Emmanuel Trégoat a opéré quelques changements avec l'intention de revenir au score. Malheureusement, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'international tchadien Ninga Casimir reconnaît la supériorité des Maliens. Par contre, l'entraîneur malien rend un hommage mérité au peuple tchadien pour l'accueil réservé à sa formation. Il précise que l'équipe tchadienne n'est pas à négliger. Dans le classement de la poule A, le Mali occupe la première place avec 4 points. Il est suivi de la Namibie avec 3 points, la Guinée-Conakry 1 point et le Tchad ferme la marche avec 0 point. Peu avant le match, les Sao ont été reçus à la présidence de la République par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le premier supporter de l'équipe nationale a félicité les ambassadeurs avant de les exhorter à faire une belle prestation. Le commentaire de Yana Mouibé. À quelques heures du coup d'envoi contre les Aigles du Mali, l'un des favoris du groupe A, le président de la République Idriss Déby Itno a tenu à recevoir la sélection nationale. Grand supporter, le chef de l'État a galvanisé le 11 national avant de lui prodiguer des conseils à un moment très important. Car, battu 2-1 à Windhoek lors de la première sortie, les Sao qui vont évoluer à domicile seront sous pression face à un public qui sera exigeant. Vous avez mon soutien et celui de tout le peuple tchadien, a rassuré Idriss Déby Itno, qui a aussi salué le parcours qui a conduit l'équipe nationale à la phase des groupes. Vous êtes arrivé à une étape cruciale qui nous laisse croire qu'on est très près du but, a indiqué le chef de l'État. Il a invité les ambassadeurs tchadiens à s'armer de courage, car, dit-il, l'espoir est permis, surtout avec l'appui des plus hautes autorités. La communion entre le président de la République et les Sao s'est poursuivie autour d'un petit déjeuner offert par le premier supporter de l'équipe nationale. C'est donc requinqué que les Sao ont quitté le palais présidentiel pour aller en découdre avec les Aigles du Mali qui ne sont pas venus en N'Djamena faire du tourisme.
Après avoir procédé hier au lancement officiel de la campagne cotonnière 2019-2020 à Moundou, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Debe, est allé visiter le chantier de construction de l'abattoir moderne du Logon. Reportage Nasson Oditi. C'est le 19 octobre 2013 que le chef de l'État Idriss Déby Itno avait présidé la cérémonie de pose des premières pierres pour la construction de l'abattoir moderne du Logon à Moundou. Les travaux ont démarré effectivement en octobre 2014. Ce samedi 15 novembre 2019, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Debe, coordonnateur de l'action gouvernementale, vient inspecter un chantier dont les travaux sont au stade de finition. Le ministre d'État est accompagné du ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Souaré, et 3 autres membres du gouvernement ayant fait le déplacement de Moundou. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a visité tous les coins et recoins du dit abattoir moderne du Logon. Ces joyaux dont nous aurons le plaisir d'inaugurer très bientôt sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est financé entièrement sur fonds propres de l'État. D'un coût global, plus précisément 15 milliards 67 millions 332 290. Tout est fin prêt pour une inauguration imminente. Nous avons convenu avec les acteurs que ce serait le 31 janvier 2021. L'abattoir ultramoderne du Logon aura une capacité de production de 20 000 tonnes par an et permettra de traiter 400 à 500 bovins et 600 à 800 caprins par jour. Avec ces complexes, la population de Moundou, celle du Tchad et de la sous-région pourra consommer davantage une viande de bonne qualité et le reste sera destiné à l'exportation. En termes de chiffres, nous sommes à 89% du taux d'exécution. Et vous savez que dans un abattoir, ce n'est pas simplement la construction, c'est les équipements. Donc les 11% qui restent, ce sont les équipements. Et en termes d'équipements, puisque ce sont des équipements importés, pratiquement tous les équipements sont sur place ici. Le taux d'exécution de l'installation des équipements est à 75%. Donc le pari va être tenu. L'abattoir du Logon dispose entre autres de plusieurs unités, notamment celle d'un stockage et réfrigération, de traitement des sous-produits, d'une station d'épuration des eaux usées, etc. C'est une société argentine spécialisée dans la construction des abattoirs qui est en charge de l'exécution des travaux. Juste après l'abattoir, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Debe, est allé visiter le chantier de la centrale électrique à gaz naturel à 2 MW. Retrouvons une fois de plus Nasson Oditi. Moundou sera la première ville au Tchad à être dotée d'une centrale électrique, tenez-vous bien, à gaz naturel. Les connaisseurs appellent cela de l'énergie bio. Malgré son agenda bien chargé, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Debe, a inscrit dans son agenda la visite du chantier de construction de la dite centrale située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Logon occidental. Le coordonnateur de l'action gouvernementale, Kalzoube Pahimi Debe, et le ministre du pétrole et de l'énergie, Mohamed Hamid Koua, ainsi que les autres membres du gouvernement, les conseillers techniques du chef de l'État ont constaté de visu sur le terrain l'état d'avancement des travaux exécutés par Glencore. Vous êtes dans une ville industrielle. Qui dit ville industrielle dit besoin énorme en énergie. Et nous ne pouvons que apprécier à sa juste valeur l'effort que nos partenaires sont en train de fournir ici. Nous venons de mettre une demande, faire en sorte qu'on puisse encore installer un deuxième générateur
de 2 MW. Sinon, le gouvernement, à travers la SNE, va aussi intervenir et progressivement, on arrivera donc à satisfaire le besoin de toute la ville, de toutes les unités implantées dans la région en électricité. Donc je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, remercier la société Glencore, notre partenaire, et dire que nous sommes là, on soutient ces partenariats qui désormais étaient partenariats de longue durée. Nous inscrivons nos actions dans la durée. Bref, Moundou sera éclairé au gaz naturel au deuxième trimestre de l'année 2020, confie le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Hamid Koua. Nous avons constaté que 90% des travaux de l'ingénierie sont déjà achevés. Le gazoduc de plus de 50 km est déjà achevé à 100%. Les installations de surface, donc la partie génie civil, est en très bonne voie et que nous avons pris rendez-vous pour le 29 juillet de l'année 2020. Mais l'état d'avancement des travaux tel qu'est présenté et constaté sur le terrain nous rassure. Et aussi nous avons noté la commande des équipements essentiels à presque 100%. Donc c'est une manière de vous dire que nous avons obtenu l'assurance que cette infrastructure, cette nouvelle infrastructure, parce que c'est la première fois que le Tchad aura une centrale à gaz naturel. Et l'avantage de ces centrales à gaz, c'est que le coût de production de l'énergie à partir de gaz est très très compétitif. Et comme vous le savez, l'énergie est un facteur de compétitivité incontournable pour notre tissu économique. Toutes les usines installées dans cette ville industrielle du Tchad ont besoin d'être soutenues, ont besoin d'être épaulées et le gouvernement a, en plus de ces centrales de 2 mégas qui seront données en don, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions parce que les équipements installés aujourd'hui sont surdimensionnés. Vous avez constaté la ligne de transport de 23 km entre la centrale et la ville avec tout le bretelles qui est déjà réalisé à 100% par la SNE. Donc c'est pour vous dire que les conditions sont déjà remplies pour obtenir les 2 mégas. Les dispositions sont prises pour des extensions et nous pensons qu'à terme, donc le 29 juillet de l'année 2020, sur le Pétadier, nous reviendrons réceptionner la centrale et dimensionner de nouveau. Ayant inscrit dans son programme une série de rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles du Logone occidental, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, est revenu à Moundou à l'issue de la visite du chantier de la centrale à gaz naturel de 2 MW pour exécuter le reste des points qui figurent dans son programme 10 jours. Parlons du phénomène de changement climatique, des gaz à effet de serre et aussi des droits humains. Au Tchad, un ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité a été nommé et nous le recevons ce soir sur notre plateau. Monsieur Bokar Michel, parlez-nous de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Merci Madame Angèle. Tout honneur pour moi de vous remercier et remercier également le chef de l'État qui à un moment m'a poussé jusqu'à ce qu'au niveau international les gens me connaissent. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un processus, un texte qui vient juste pour compléter ce qui avait été pris vers les années 1948, après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu la Déclaration des droits de l'homme. En fait, il s'agit de trouver un mécanisme où tout le monde se retrouve. Donc, c'est un processus qui avait été mûrement réfléchi pendant la COP 21 en 2015. Et l'ancien président François Hollande avait jugé utile de confier cette feuille de route à Madame Corinne Lepage, qui fut ministre de l'Environnement,
pour qu'elle réfléchisse, pour trouver un texte où tout le monde se retrouve. Non seulement c'est l'homme, mais désormais, il faut également tenir compte des autres espèces et de l'environnement. C'est pourquoi c'est l'idée auquel Marie-François Hollande avait réfléchi. Vous savez, les grands hommes, ils partent avec ces idées et puis ça amène maintenant à développer un peu plus pour que tout le monde adhère. L'objectif final, c'est de faire en sorte que les 195 États que constituent les Nations Unies votent cette déclaration. Et quels sont ces objectifs? Si vous voulez, l'objectif de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est amener tous les pays à voter pour que désormais chaque pays puisse adopter un comportement responsable vis-à-vis de l'humanité. L'humanité même, c'est d'abord quoi? C'est un ensemble des espèces vivantes qui ont le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Parce que si on ne fait pas attention, avec le problème des changements climatiques, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et puis les grands hommes se sont relevés pour amener à tirer la cri d'alarme. Vous savez, l'idée est partie d'abord du protocole de Montréal en 87, c'est-à-dire 2 ans après, quand on a découvert qu'il y avait des trous au niveau de la stratosphère, là où est logé l'ozone. Et donc, ça fait en sorte que l'ONU a décidé de créer le GIC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du changement climatique. Et il a placé ce groupe-là sous 2 entités de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la météorologie et, disons, le PNUE, c'est-à-dire le Programme national des Nations Unies sur l'environnement. Le GIC a fait son travail, mais arrivé en 2000, il a rendu ses conclusions. 2000, 90, 95, 2003, les conclusions étaient alarmantes. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, il y aura des conséquences encore plus graves. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'au niveau de la température, les océans, les vents, les êtres, le climat se chauffe. On était arrivé à 0,89 et non simplement il fait froid, il fait chaud le jour, mais la nuit également. Et donc la conséquence était que c'était des gaz à effet de serre. Donc l'organisation a été fondée beaucoup plus pour s'occuper des problèmes climatiques, des gaz à effet de serre, que pour s'occuper des droits de l'homme. C'est une organisation qui est transversale. Je veux dire, le droit de l'homme se retrouve désormais dans la déclaration. C'est-à-dire que l'homme doit être considéré au centre, non pas protéger son environnement, parce que c'est le droit de l'homme, mais également les autres espèces qui vivent dans la nature. Parlez-nous de la feuille de route en rapport avec cette organisation. Bon, l'objectif, c'est d'amener tous les États à voter cette déclaration. Nous avons une feuille de route. Pour le moment, nous parlons de combien d'États? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont eu des ambassadeurs dans leur pays. La première ville qui avait voté la déclaration, c'était au Gabon, Port-Gentil. Et donc, je crois, il y a 2 ou 3, mais la présidente est en train de réfléchir comment il faut faire, soit faire un regroupement par pays, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, ou bien chaque pays nommer des ambassadeurs. Mais elle est en train de réfléchir et c'est elle qui va sortir, disons, sa stratégie. La mission que nous avons, c'est de vulgariser, c'est de diffuser, c'est de mettre à la disposition des kits, c'est-à-dire des documents à la disposition de vous, les hommes des médias, des ministres, des gouverneurs, des députés. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, il y aura des conférences que nous allons travailler. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on parvienne à la réduction des gaz à effet de serre.
Et donc c'est tout à fait normal que pour réduire ces gaz à effet de serre, il faut prendre des textes. D'ailleurs, au Tchad, nous avons eu la chance que beaucoup de textes ont été pris. La loi 14 de 1998 portant la protection de l'environnement. Nous avons la loi 14 sur le transport, les mécanismes qui ont été mis pour les coupes abusives de bois. Nous avons eu également la loi, je crois, 011 ou 015 de 1970. En parlant de loi, justement, que disent les articles 1 et 13 de cette déclaration? L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'humanité dit que le principe de responsabilité, d'équité et de la solidarité intergouvernementale et intergénérationnelle exige de la famille humaine un droit où il faut protéger l'environnement. Et donc, si on va un peu plus loin dans le préambule de l'article 9, l'humanité a droit à la paix. L'humanité a droit à la paix, en particulier au règlement des différends. Et c'est ce qui s'est passé du point de vue environnemental, politique, social, afin que nous léguons à notre génération future un monde sans guerre. Et l'article 13? L'article 13, si vous voulez, laissez-moi que je finisse, parce que dans l'article 9, où je venais de développer, la Déclaration universelle des droits de l'humanité ne parle pas simplement d'un problème de droit. Regardez ce qui s'est passé à Miski. On a tout fait pour éviter la guerre. Le chef de l'État a eu à nommer, prendre des décisions courageuses auxquelles un médiateur a réussi à concilier les deux parties. C'est ça ce qui est inscrit dans l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est-à-dire encourager les gens à s'entendre, à vivre dans une harmonie, dans une paix soutenable, et donc faire en sorte que nous léguons à la génération future un monde sain, écologiquement soutenable, pour ne pas qu'il y ait encore de problèmes de changement climatique où le Tchad en souffre tout. Comment avez-vous été nommé ambassadeur et quel rôle jouez-vous? Si vous voulez, je ne m'attendais pas. J'ai créé une association en 2003. Donc nous travaillons d'abord beaucoup de choses, nous faisons des choses, mais qui ne sont peut-être pas visibles. La dernière, vous avez vu, c'est que nous avons fait dans la zone de Héré, avec l'agriculture. Nous avons commencé avec 20 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à 80 et c'est l'association qui le fait. Les gens pensaient que c'est pour le ministre Bouka. Non. Les 85 hectares, c'est pour la population. Je n'ai que 5 hectares et c'est l'association qui fait le travail. Quand il était question de trouver les associations et des ONG qui doivent aller défendre, animer un panel sur le rôle des ONG et des associations dans l'AREI, c'est-à-dire sur les énergies renouvelables, une organisation mise sur pied par les pairs africains. L'objectif 2020 est préparé les 2030. 2020, il faut arriver à 10 gigas et en 2030, 30 gigas. Quel rôle les associations doivent jouer? Et c'est dans ça que nous avons été invités et on a présenté on a animé la conférence. Quand on a arrivé à la conférence, nous avons développé un thème que les autres n'ont peut-être pas eu la chance de développer. Nous avons dit que aujourd'hui on veut électrifier l'Afrique. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique à partir de 2050, en 30 ans? En 30 ans, l'Afrique aura 4,5 milliards et on va les nourrir avec quoi? Donc c'est pourquoi nous avons commencé à développer des thématiques sur les livres que nous avons sortis sur la production de biocarburants. Nous avons un deuxième livre qui sort peut-être bientôt le premier trimestre de l'année sur l'agriculture et les énergies renouvelables. La stratégie va être faite et c'est ce que la présidente a souhaité, que je développe ça très rapidement parce que ça va servir un modèle pour l'Afrique. Et donc, l'objectif c'est de faire quoi? Il faut consommer bio. Et tout à l'heure, quand vous parlez de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz nocifs à l'environnement, qu'on les appelle les CFC, le chlorofluorocarbure. Ces gaz-là, d'après le protocole
de Montréal, il était question de le faire disparaître. Mais comment il faut le faire disparaître? Sachant que les 2 fois commerciales utilisent le R12, le R502, le R22 pour la climatisation de notre habitation, comment il faut faire pour le détruire? Et donc, il a été donné un moratoire pour certains pays comme le Tchad, qui avait été classé comme pays de l'article 9. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, il faut faire disparaître tous ces gaz. Nous avons pris des textes. Et là, je vous en informe. Parce que quand le Tchad a ratifié en 1994 la déclaration sur le changement climatique de Rio, le Tchad a fait des efforts pour faire l'inventaire des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, vous vous souvenez, nous on est un pays qui ne produit même pas de gaz à effet de serre. Mais on nous pollue. Et on met sur place un mécanisme qu'on appelle taxe carbone pour dire que pour des pays qui se conforment bien, on va les aider avec les taxes carbone. Est-ce que vous êtes au courant que depuis que le Tchad a ratifié, quelles sont les mesures qui ont été données pour que les taxes carbone soient réversées et que le Tchad développe une stratégie pour la construction d'une centrale, par exemple, une centrale solaire? Est-ce que vous êtes au courant? Maintenant, depuis 1901, c'est ce que je vous disais, quand le GIE a rendu son rapport, il a dit que depuis 1901, le phénomène de changement climatique a été annoncé. C'est comme ça que l'Organisation mondiale de la météorologie a développé ces systèmes. Aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a 9 satellites qui transmettent des informations à la minute de tout ce qui se passe au niveau de notre planète. Il y a 3000 avions qui sont stationnés, qui donnent des informations à la minute. Il y a 11 000 stations météorologiques sur notre planète qui donnent des informations. Il y a 1200 ballons sondes qui donnent des informations sur le changement climatique. Donc, regardez ce qui se passe au niveau de lac Tchad. On en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que les autres ont fait? L'objectif, et justement, vous avez quand même des activités. Et si oui, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour les financer? Ok, ça c'est une très bonne question. Vous savez, il faut commettre des erreurs pour ne pas faire des innovations. Et c'est que les gens, ils oublient. On a parlé de ces choses pendant longtemps, sur le changement climatique, sur les conséquences du changement climatique sur le lac Tchad. Le chef de l'État est parti très loin au niveau de l'ONU, mais rien n'a été fait au niveau des commissions de bassin de lac Tchad. Pensez-vous que ce serait mieux avec vous? Non, je ne dis pas le contraire. Je veux m'efforcer à me joindre avec les autres, avec le chef de l'État, pour porter le message à un haut niveau. Maintenant, comme il y a un ambassadeur qui est nommé, nous allons travailler main dans la main pour que les choses se passent. Parce que sinon, dans 10 ans, dans 20 ans, le lac Tchad risque de disparaître. Parlez-nous de l'adhésion des États. Il n'y a pas une décision contraignante pour les États. C'est une déclaration. Tous les États qui étaient déjà à la COP 21. Vous avez dit au début de cette interview qu'il n'y en avait pas assez. Non, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de s'adhérer au niveau de la déclaration universelle des droits de l'humanité, j'ai dit c'est tous les États. J'ai dit des ambassadeurs qui sont nommés dans des pays. Il n'y a pas assez. Donc, c'est une occasion pour le Tchad d'avoir un ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité qui doit travailler aux côtés du gouvernement, porter le problème du changement climatique à un haut niveau. Monsieur Bouka Michel, cet entretien tire à sa fin. Votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, si vous voulez, c'est pour dire que nous avons été nommés. La tâche est très difficile. Pour certains qui pensent qu'on est nommé, on doit avoir des véhicules, on doit avoir des voitures, on doit avoir des moyens financiers, des salaires. Non, c'est un travail de bénévolat. C'est comme les secouristes en cas de catastrophe, on leur fait appel, ils font du travail. Et donc, je ne fais que ce travail. Mais ce n'est pas exclu que les bonnes volontés peuvent nous assister parce que les kits mis à ma disposition pour distribuer, pour la vulgarisation,
ça nécessite des photocopieuses, ça nécessite ceci, ça nécessite cela. Donc nous aurons à faire un travail d'abord à l'intérieur du N'Djamena, et puis nous aurons aussi à travailler avec la population un peu reculée dans les zones rurales. Monsieur Boukar Michel, merci. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir, chers téléspectateurs, sur notre plateau, Monsieur Boukar Michel, ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Je le disais au sommaire de ce journal, après avoir clos les travaux des experts et chefs d'état-major des pays membres de la CBLT hier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de la sécurité, Mahamat Abali Salah, a reçu en audience quelques chefs d'état-major. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Reportage signé Idrissa Oumar Idriss. Soucieux de la stabilité du bassin du lac Tchad, les autorités militaires des pays membres de la CBLT et du Bénin multiplient les rencontres. Après avoir entériné les travaux des experts, les chefs d'état-major sont reçus par le ministre en charge de la défense et de sécurité, le général des corps d'armée, Mahamat Abali Salah, pour les derniers débriefings. Au cours d'un tête-à-tête, plusieurs questions liées à la sécurité de la sous-région et dans le bassin du lac Tchad sont évoquées. Il est question de mettre en œuvre tous les mécanismes pour faciliter le processus de stabilité de toutes les localités touchées par les menaces de Boko Haram. Pour le général Mahamat Abali Salah, l'heure n'est plus au discours. Le seul point que je voulais insister là-dessus, monsieur le secrétaire, le confort central, chef d'état-major de l'armée du pays, qu'à part nos réunions, à part nos contacts statuaires, je suggère qu'il est très important que vous ayez des contacts permanents, des échanges permanents qui nous permettent d'échanger à tout moment, de vous informer à tout moment. Donc cette réunion entre dans ces cadres, comment nous pouvons être à jour, chaque moment, à part les réunions. Très satisfait des échanges, les chefs d'état-major rassurent aux ministres qu'ils vont œuvrer corps et âme pour protéger la population riveraine des menaces terroristes. Le ministre est pragmatique et il souhaite que les formalités administratives soient sautées et qu'on puisse travailler entre soldats. Il ne se considère pas comme un ministre en tant que tel, mais comme un soldat, pour que la communication soit efficace en temps réel. Pour prouver l'hospitalité tchadienne à ses hôtes, le chef du département de la défense et de sécurité leur a remis un souvenir, un cadeau, pour témoigner son engagement à œuvrer pour la paix et la stabilité socio-économique dans le bassin du lac Tchad. Parlons à présent des 15 ADAX arrivés hier dans la réserve de faune de Wadi Rimé et Wadi Hachim. Une réintroduction de ces animaux rendue possible grâce à la coopération entre le gouvernement du Tchad et les Émirats Arabes Unis. Noubadoumbaï Talomadi. La guerre des troupeaux des ADAC vagabondaient en toute liberté à travers les plaines sahéliennes, mais vers la fin du XXIe siècle, cette espèce a subi un déclin catastrophique. Les motifs sont entre autres la perte de l'habitat, la sécheresse, le bouleversement de la politique, la chasse, le braconnage, le retour à la vie sauvage est une coopération haïssante de la politique de la préservation de la faune sauvage et de la réintroduction des espèces en voie de disparition entre l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi et le gouvernement tchadien. Le succès de ce programme est à mettre à l'actif des ingrédients particuliers que sont 1. La vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, grand réformateur des temps modernes, qui a toujours mis le curseur sur la préservation des espèces les plus vulnérables qui sont essentielles au développement de la biodiversité. Grâce à cette politique, quelques ADAX retrouvent leur milieu naturel. C'est une initiative novatrice qui entre dans le cadre de la protection du patrimoine animalier mondial. Il faut souligner que des questions relatives à la disparition de certaines espèces touchent la conscience mondiale. L'homme considéré comme l'intendant de l'environnement doit jouer son rôle afin de préserver cette richesse immense. Il faut réintroduire les espèces menacées dans leur habitat et leur milieu naturel. C'est l'objectif de cette opération prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno.
au Tchad depuis les années 80. On ne peut commencer sans saluer la vision et le leadership du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui aujourd'hui est le premier conservateur et qui a instruit pour l'insertion d'un article dans la Constitution de la 4e République. C'est ainsi qu'une espèce éteinte appelée Adax est ramenée dans son milieu sahélien profond du Tchad grâce à la ténacité, à la technicité, à l'expertise et le travail assidu. La planification méticuleuse de cette politique mérite l'admiration car c'est le retour ambitieux des grands mammifères du monde, conclut le ministre Djamaladine Ibrahim Mamat. Cérémonie de réjouissance hier après-midi dans la salle de réunion de la CBVIRA en l'honneur de deux lauréats tchadiens, Gelba Ndoutamian Anakle et Baidinam Bailao, admis au grade de professeur titulaire des universités Kames. Le détail avec la Chagbe Pabame Désiré. Admis au grade de professeur titulaire des universités lors de la 41e session du comité consultatif interafricain du CAMES, tenue en juillet dernier à Bangui, les lauréats Gelba Ndoutamian Anakle et Mbangina Mbailao sont à l'honneur. Ils reçoivent les félicitations et encouragements des parents, collègues, amis et connaissances. Pour le président du comité d'organisation, Belom Goto Nicolas, cette cérémonie est une marque de solidarité. Les lauréats qui se disent honorés et réconfortés par le leur appellent les parents à soutenir les jeunes qui leur emboîteront les pas. Par cette modeste cérémonie, vous nous valorisez et partant, vous valorisez toute la communauté. La valorisation des hommes à travers des encouragements tels que vous le faites si bien est un moteur essentiel de motivation qui incite généralement à développer les réflexes d'excellence. Gelba Ndoutamian Anakle, professeur en biologie moléculaire, et Mbangina Mbailao Jean-Marie, professeur en biochimie génétique, viennent de s'ajouter à la liste restreinte de leurs collègues tchadiens, les plus gradés du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La deuxième édition de la fête du coq, une fête traditionnelle Tupuri, a été célébrée à Walia dans le 9e arrondissement. Les festivités ont pour but de contribuer à la promotion et à la valorisation des valeurs traditionnelles du peuple Tupuri. Le thème retenu cette année est dialogue intellectuel, unité des peuples et cohabitation pacifique. Reportage à Christelle Garlemdana. Ces retrouvailles viennent couronner une année d'intenses activités et symbolisent le jour de l'an pour les ressortissants de la communauté Tupuri. Autour de l'aire de jeu, hommes et femmes participent activement au spectacle offert par d'infatigables danseurs. Le Féokage ou encore la fête du coq est célébrée par les Tupuri à l'initiative du chef spirituel Wang Doré, qui est considéré comme le symbole, l'incarnation et le garant de la tradition Tupuri et dont le pouvoir s'étend sans restriction jusqu'au Cameroun où réside une communauté Tupuri. Cette deuxième édition placée sous le thème dialogue interculturel, unité des peuples et cohabitation pacifique, le Féokage revêt un caractère particulier pour l'homme Tupuri. La fête du coq est l'un des événements les plus importants pour le peuple Tupuri. Depuis les générations, les fils et filles de cette tribu se rassemblent pour valoriser leur culture. Ce qui nous amène à découvrir les origines de cette fête, devenue une tradition pour le peuple Tupuri. C'est aussi un moment de prise de conscience et de changement de comportement vis-à-vis de son prochain. Le représentant du Wang Doré de N'Djamena, Tausala Taukamla, remercie toute la communauté Tupuri. Il appelle sa communauté à l'union et à la solidarité. Pour le directeur de la culture et des arts, cette fête vise à promouvoir le patrimoine culturel tchadien. Les hautes autorités de la République accordent une attention particulière à la culture qui est un vecteur d'union des communautés. D'ores et déjà,
Nous vous rassurons du soutien du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Nous vous invitons aux réflexions constructives pour l'épanouissement et le rayonnement de la culture tchadienne à travers le monde. Le Féokage reflète la réelle identité traditionnelle et culturelle et préserve l'intégrité de cette grande communauté qui entend apporter sa modeste contribution à la préservation et à la consolidation de l'unité et la paix au Tchad. Dans la province du Kanem, le gouverneur Hassan Terab se trouve à Nokou, chef-lieu du département du Nord-Kanem. Sur place, le gouverneur a eu une séance de travail avec les autorités administratives, civiles et militaires. Mohamed Moussa. À l'entrée de la ville de Nokou, le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, et sa suite ont été accueillis par une délégation départementale. À sa tête, le préfet du Nord-Kanem, Hassan Abassala. L'équipe est accompagnée jusqu'à la résidence où se tient cette séance de travail. Une séance au cours de laquelle 4 points vont être abordés, notamment la sécurité, le feu de brousse, le vol de bétail et les préparatifs des festivités du 1er décembre 2019 qui se tiendront à Nokou. Une fois souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale venue de Mao pour la circonstance, le préfet du Nord-Kanem, Hassan Abassala, rappelle que son département étant le plus vaste du Kanem, rencontre ces derniers temps des difficultés liées à l'insécurité, au vol de bétail et au feu de brousse. Les 4 sous-préfets que compte le Nord-Kanem, les chefs des cantons et les forces de défense et de la sécurité du département se sont relayés pour apporter leur point de vue par rapport au vol de bétail et à l'insécurité qui s'accentue dans ce département. Ces derniers se sont engagés à œuvrer aux côtés du gouvernement pour mettre fin à ces pratiques. Hassan Terab, il a également pris en compte toutes les difficultés que rencontre cette circonscription administrative dans le domaine logistique et aussi humain. Les solutions que nous avions arrêtées tous ensemble de commun accord est de pouvoir créer un certain nombre de postes de sécurité dans les villages les plus reculés, juste aux alentours des frontières du Tchad et du Niger. Ensuite, nous avions aussi décidé que les autorités traditionnelles puissent s'investir pour pouvoir arrêter et mettre à la disposition de la brigade mobile de la protection de l'environnement qui doit envie de mettre, n'est-ce pas, ces personnes qui détruisent la faune et la flore à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Hassan Terab, gouverneur du Kanem, félicite les engagements des uns et des autres pour la lutte contre l'insécurité et la déforestation. La caravane ophtalmologique de Koumra, organisée par la Fondation Grand Cœur, vient de s'achever. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette caravane en faveur des couches vulnérables. La cérémonie de clôture a été présidée par le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda. Reportage à Abakar Betel. En une semaine, la caravane ophtalmologique de Koumra dans le Mandoul, diligentée par la Fondation Grand Cœur, a mis de la joie dans le cœur des personnes démunies de cette localité. Ainsi, plusieurs groupements féminins ont été formés sur les activités génératrices de revenus et dotés de plusieurs matériels agricoles. L'on note également la création d'une salle de couture équipée de machines à coudre au sein du centre de formation professionnelle de Koumra. À la cérémonie de clôture, le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Dorkem Noji Irène, a, au nom de la première dame Hinda Debi Itno, remercié l'Organisation internationale pour le secours, l'assistance et le développement pour son appui constant. Elle a ensuite mis l'accent sur le bilan ophtalmologique. Sur 5 000 personnes consultées, 456 ont été opérées de la cataracte avec succès. 1718 colliers ont été distribués, 500 paires de lunettes médicales et 500 paires de lunettes sombres ont été distribuées également. Je dis un grand merci et bravo à toute l'équipe. Très satisfaite de l'opération, le gouverneur du Mandoul, Lucie Béassemda, a adressé ses vifs remerciements à la première dame Hinda Debi Itno pour ses bienfaits en faveur de la population de Mandoul. Pour elle, l'équipe technique de la Fondation Grand Cœur a accompli sa mission. Grâce à la Fondation Grand Cœur, la cataracte est vaincue. Mais nous attendons d'autres actions
actions qui viendront toujours en faveur des personnes vulnérables. Et nous souhaitons vivement que cela puisse venir continuellement. Et pour couronner le tout, le gouverneur Lucie Biasumda a remis une attestation à la chef de mission destinée à la première dame Hinda Debi Itno pour sa philanthropie. L'un des barrages du polder du lac, notamment celui se trouvant dans le canton Kangalom, s'est effondré, faisant d'énormes dégâts matériels. Le président du groupement Yedna, se trouvant dans cette localité, a fait un point de presse pour solliciter l'aide des personnes de bonne volonté. Suivez Oumar Abakar Hassan dans des propos traduits ici par Moussa Mbodou Abdoulaye. L'effondrement ou l'écoulement de ces barrages a engendré une importante perte en dénombre entre autres pour 1400 hectares, pour 6000 travailleurs qui partent en chômage. Plus de 400 motopompes sont pris en eau ainsi que 600 forages sont engloutis. Le village de Tchougrou est englouti également en partie. De tout ce qui précède, face à cette macabre situation, le groupement Yedna lance un appel solennel à l'endroit des chefs de l'État et son gouvernement ainsi qu'aux humanitaires de venir en aide à cette tranche de population qui aujourd'hui n'a rien à mettre sous ses dents. D'une catastrophe à une autre, le bar Ligna est débordé. Ce cours d'eau a inondé une partie de la commune de Ligna. Pour aider les sinistrés, les autorités locales et la population demandent le soutien de tous. Mahmoud Suleiman. Bar Ligna sort de son lit et occasionne une inondation à Ligna. Une partie de la commune de Ligna est dans l'eau. Des maisons submergées, d'autres presque détruites. Même la mosquée est engloutie. Mais pourtant, nous ne sommes pas en saison de pluie. Les sinistrés, appuyés par les autorités locales, cherchent des voies et moyens pour stopper l'avancée des eaux du bar Ligna. Hassan Abdoulaye Haroun, l'un des habitants de la dite localité, informe que la commune de Ligna n'a pas connu ce genre de scénario depuis 5 à 6 décennies. Selon lui, la montée des eaux est due peut-être à l'aménagement du bar Ligna. Pour aider les sinistrés, il sollicite la contribution des uns et des autres afin de maîtriser l'avancée des eaux. Dans la même lancée, le secrétaire général de la commune de Ligna lance un vibrant appel à l'endroit du gouvernement, aux organisations non gouvernementales et aux personnes de bonne volonté pour voler au secours de ces sinistrés. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour assister ces sinistrés. Pour l'instant, un comité de surveillance est mis par la population de la dite localité pour surveiller la progression des eaux du bar Ligna. Et puis lors de sa visite à Birni dans le cadre de la campagne L'école d'abord, le préfet du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossé, a visité l'unique école de la localité. Il a été constaté un manque d'équipement et le non-démarrage des cours faute d'élèves. Le point avec Maman Taher de Benalour. 1 mois et demi après la rentrée des classes, il n'y a qu'une dizaine d'élèves dans cette école, qui est la seule d'ailleurs à Birni, chef-lieu du canton Médégo. La cause du désistement des enfants n'est pas encore déterminée, mais le directeur de cette école promet que la rentrée pourrait se faire au mieux d'ici plusieurs jours. Il est impossible d'admettre cette situation, a dit le préfet du département du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossé, qui a fait ses déplacements dans le cadre de l'opération École d'abord. Et sur les champs, elle a convoqué une réunion avec le chef du canton, tous les chefs de village et quelques parents. Au cours de cette réunion, le préfet a plaidé en faveur d'une meilleure communication entre enfants, parents et élèves et la création d'un vrai partenariat entre eux. L'école de Birni, qui est fondée depuis le temps colonial et a formé plusieurs cadres du pays, doit retrouver ses lettres de noblesse aux leaders coutumiers. Le préfet leur accorde 2 semaines pour que toutes les salles de classe soient remplies d'élèves. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.